Au commencement, l'histoire antique ne s'écrivait pas pour nous. Elle ne se pensait pas comme un récit figé destiné à traverser les millénaires. Elle se construisait dans la pierre des inscriptions, dans la mémoire des poètes, dans les archives fragiles des palais et dans les traditions orales transmises de génération en génération. Chaque civilisation racontait son propre monde, ses origines, ses victoires, ses défaites, ses dieux et ses rois. L'histoire n'était pas une science, elle était un instrument de sens, un outil de légitimation, un miroir du pouvoir. Alors, lorsque l'on pose aujourd'hui la question « Qui a réécrit l'histoire antique ?», il ne s'agit pas de désigner un seul coupable, un seul moment de rupture. Il s'agit de comprendre un processus long, complexe, fait de sélection, d'oubli, de traduction, d'interprétation et parfois de silence. Dans l'Antiquité elle-même, l'écriture de l'histoire était déjà un acte politique. Les pharaons d'Égypte gravaient leurs exploits sur les murs des temples, transformant des batailles incertaines en victoires éclatantes. Les rois mésopotamiens faisaient inscrire leurs conquêtes sur des stèles monumentales, affirmant que leur pouvoir était voulu par les dieux. À Rome, les empereurs commandaient des récits officiels célébrant la paix qu'ils avaient imposée par la guerre. L'histoire antique, dès l'origine, était sélective. Elle exaltait les vainqueurs et laissait dans l'ombre les vaincus. Elle magnifiait les centres de pouvoir et réduisait les périphéries au silence. Mais cette première écriture restait plurielle. Chaque civilisation produisait sa propre mémoire. Puis vint le temps des transmissions. Lorsque les empires tombèrent, leurs archives furent détruites, dispersées ou réinterprétées. La bibliothèque d'Alexandrie disparut progressivement, emportant avec elle d'innombrables œuvres dont nous ne connaissons parfois que le titre. Les textes grecs furent copiés, commentés, traduits. Les savoirs égyptiens, mésopotamiens ou phéniciens furent filtrés à travers le regard grec, puis romain. Déjà, un premier tri s'opérait. Ce qui était jugé digne d'être conservé traversait les siècles. Ce qui semblait secondaire s'effaçait. La survie d'un texte dépendait moins de sa valeur intrinsèque que des choix de ceux qui le copiaient. Au Moyen-Âge, le centre de gravité intellectuelle se déplaça. Dans les monastères européens, des moines recopiaient patiemment les manuscrits antiques qu'ils considéraient compatibles avec leur vision du monde. Les textes païens furent parfois conservés pour leur valeur philosophique ou rhétorique, mais souvent interprétés à travers un prisme chrétien. Ce filtre théologique modifia la manière dont l'Antiquité fut perçue. Certains auteurs furent privilégiés, Aristote, Virgile, Cicéron, tandis qu'autres sombrèrent dans l'oubli. Dans le même temps, le monde arabo-musulman joua un rôle fondamental dans la transmission. À Bagdad, Cordoue ou le Caire, des savants traduisirent, commentèrent et enrichirent les œuvres grecques, perses et indiennes. Une partie essentielle de l'Antiquité nous est parvenue grâce à ces traductions arabes, parfois retransmises ensuite à l'Europe latine. Ainsi, l'histoire antique que nous connaissons est déjà le produit d'un dialogue interculturel, mais aussi d'une série de filtres successifs. La Renaissance européenne marqua un nouveau tournant. Les humanistes redécouvrirent des manuscrits oubliés, cherchèrent à revenir aux sources grecques et latines, à corriger les erreurs de copie accumulées au fil des siècles. Ce mouvement fut présenté comme une renaissance de l'Antiquité. Mais il s'agissait aussi d'une réinterprétation. Les penseurs de la Renaissance voyaient dans la Grèce et la Rome antique les fondements d'une identité européenne en construction. Ils mirent en avant la démocratie athénienne, le droit romain, la philosophie grecque, parfois au détriment d'autres héritages antiques. L'Antiquité devint un ancêtre prestigieux, sélectionné pour servir un récit culturel et politique. À l'époque moderne, avec l'expansion coloniale européenne, un nouveau chapitre s'ouvrit. Les puissances coloniales ne se contentèrent pas de conquérir des territoires, elles produisirent aussi un discours historique justifiant leur domination. L'histoire antique fut intégrée à ce récit. La Grèce et Rome furent érigées en matrice exclusive de la civilisation occidentale, présentée comme supérieure, rationnelle, fondatrice. D'autres civilisations antiques, africaines, proche-orientales, asiatiques, furent souvent reléguées au second plan, décrites comme statiques ou secondaires. Ce déséquilibre ne reflétait pas nécessairement les réalités historiques, mais les hiérarchies idéologiques du XIXe siècle. L'archéologie naissante, bien qu'elle ait permis des découvertes extraordinaires, s'inscrivait parfois dans ce contexte intellectuel. Les vestiges étaient interprétés à travers des catégories européennes, et l'Antiquité était organisée selon une chronologie et une géographie centrées sur l'Europe. Au XXe siècle, les bouleversements politiques, les indépendances et les progrès méthodologiques transformèrent profondément l'historiographie. De nouvelles voies émergèrent.
Des historiens d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient proposèrent d'autres lectures du passé antique. Les découvertes archéologiques remirent en question des certitudes anciennes. On comprit que les échanges entre civilisations étaient bien plus intenses qu'on ne l'avait imaginé. La Méditerranée apparut non plus comme une frontière, mais comme un espace de circulation. Les routes transsahariennes révélèrent des connexions anciennes entre Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. Les études sur l'Empire romain mirent en lumière la diversité de ses élites, la mobilité des populations, l'intégration des provinces africaines ou orientales. Mais réécrire l'histoire ne signifie pas inventer un nouveau récit idéologique pour remplacer l'ancien. Il s'agit d'élargir la perspective, de complexifier la narration. Chaque époque relie l'Antiquité à la lumière de ses propres préoccupations. Au XIXe siècle, on cherchait des origines nationales. Au XXe siècle, on interrogeait les structures économiques et sociales. Aujourd'hui, on s'intéresse davantage aux circulations, aux identités multiples, aux dynamiques globales. L'histoire antique n'est pas fixe, elle est un champ de recherche en constante évolution. La question « Qui a réécrit l'histoire antique ?» peut aussi se comprendre autrement. Ce ne sont pas seulement des empires ou des idéologies qui transforment le récit, ce sont aussi les hasards matériels. Un papyrus conservé dans le sable égyptien peut bouleverser notre compréhension d'une période. Une inscription redécouverte peut corriger des siècles d'interprétation. L'archéologie sous-marine révèle des ports engloutis, des épaves chargées de marchandises, témoignant d'échanges insoupçonnés. Chaque découverte oblige à ajuster le récit. L'histoire est une enquête inachevée. Il faut également reconnaître le rôle du langage. Traduire, c'est interpréter. Les mots grecs ou latins ne se superposent pas parfaitement aux concepts modernes. Lorsque l'on parle de démocratie, de citoyenneté ou d'empire, on projette parfois nos catégories sur des réalités différentes. Ainsi, même sans intention idéologique, nous réécrivons l'Antiquité à travers notre vocabulaire contemporain. Les historiens travaillent précisément à réduire ces écarts, à restituer les contextes, à éviter les anachronismes. Mais la neutralité absolue n'existe pas. Toute écriture de l'histoire est située. Alors, qui a réécrit l'histoire antique ? Les souverains qui ont gravé leur victoire en omettant leurs défaites, les copistes qui ont choisi quels manuscrits méritaient d'être transmis, les théologiens qui ont interprété les textes païens à la lumière de leur foi, les humanistes qui ont exalté la Grèce et Rome comme ancêtres privilégiés, les érudits coloniaux qui ont hiérarchisé les civilisations selon leurs propres critères, les historiens contemporains qui, à leur tour, proposent de nouvelles synthèses, mais aussi le temps lui-même qui détruit, altère, efface. Comprendre ce processus ne doit pas conduire au scepticisme absolu, comme si tout récit historique était arbitraire. Au contraire, c'est reconnaître que l'histoire est une construction critique fondée sur des sources, des méthodes, des débats. Elle progresse par confrontation d'hypothèses, par vérification, par accumulation de preuves. Elle n'est pas une vérité immuable, mais une recherche rigoureuse. Réexaminer l'Antiquité, c'est donc accepter d'entrer dans un dialogue avec le passé. C'est interroger les silences autant que les discours. C'est chercher les voix marginalisées, les acteurs oubliés, les régions négligées. C'est comprendre que l'histoire antique n'appartient à aucune nation, à aucune idéologie. Elle est un patrimoine commun, complexe, pluriel. Et peut-être la véritable question n'est-elle pas seulement de savoir qui a réécrit l'histoire antique, mais comment nous choisissons aujourd'hui de la raconter. Allons-nous perpétuer des récits simplifiés, centrés sur quelques figures emblématiques, ou accepterons-nous la richesse d'un monde ancien fait d'interconnexions, de conflits, d'emprunts et de métissage ? L'Antiquité n'est pas un bloc figé, elle est un miroir dans lequel chaque époque cherche son reflet. En prenant conscience des filtres successifs qui ont façonné notre compréhension du passé, nous ne détruisons pas l'histoire, nous l'enrichissons. Nous reconnaissons qu'elle est le résultat d'un long travail humain traversé par des intérêts, des croyances, des découvertes et des débats. Loin d'affaiblir la connaissance, cette lucidité la renforce. Car comprendre comment l'histoire a été écrite, transmise et parfois réécrite, c'est se donner les moyens de l'aborder avec exigence, nuance et profondeur.
Ainsi, l'histoire antique n'a pas été réécrite une fois pour toutes. Elle continue de l'être, à mesure que de nouvelles sources apparaissent, que de nouvelles générations posent de nouvelles questions. Et dans ce mouvement permanent, nous devenons à notre tour des acteurs de cette réécriture, non pour manipuler le passé, mais pour tenter patiemment de l'approcher de sa complexité.